Bonjour, ici Jean-Dominique Leduc, vous êtes à l'écoute du balado Vous avez dit BD. Merci beaucoup de nous suivre, c'est toujours un réel plaisir de se savoir écouter. Comme à l'habitude, je ne brise pas la tradition, j'ai toujours de très très bons invités. Et là, on a de la visite de Québec. Alors, je reçois à mon micro Philippe Girard. Philippe, salut. Salut. Bienvenue, cher Philippe. Très heureux de t'avoir au micro. Bon, Philippe, une vingtaine d'années de carrière, autant d'albums. On te doit notamment ton plus récent album, Un jour de plus, qui est un album formidable. Félicitations. Merci. Il est tout aussi magistral au niveau du trait qu'au niveau du récit. C'est vraiment un album bouleversant et tellement... c'est un album qui fait du bien. Ouais, vraiment, ça fait du bien à l'âme, mais Dieu sait qu'on en a besoin par les temps qui courent, hein. Donc, premier album, d'ailleurs, publié à Nouvelle Adresse, nouvelle structure éditoriale. Donc, Philippe, je vais te présenter pour le bénéfice des auditeurs et auditrices. Alors, tu as débuté ta carrière d'auteur de bande dessinée en 1997 dans les pages du fanzine Tabasco. En fait, elle avait commencé avant ça, mais disons que c'est là que ça a commencé à devenir plus sérieux. Hein, mais, OK, mais avant, on parle de... Journaux étudiants. En fait, j'ai même publié une BD dans le magazine Je me petit débrouille quand j'étais à l'école primaire. Je l'ai d'ailleurs chez moi. C'était une histoire de gars qui tirait des pigeons d'argile puis qui, en fait, descendait une soucoupe volante. Mais je vais avoir 10 ans quand j'ai fait ça à peu près. Ah bon? Ouais. Puis après ça, écoute, dès que j'ai eu la possibilité de publier dans un journal étudiant, donc au secondaire, j'ai commencé à faire de la BD, après ça au cégep et à l'université aussi. Donc c'est un désir qui est arrivé relativement tôt dans ta vie. Ouais, on peut dire que c'est arrivé très de bonne heure. Écoute, j'étais tout petit là, puis je prenais les cartes de hockey de mes frères pour faire les cases de mes bandes dessinées. Ah oui, donc tu traçais avec ça. Ouais, avec des cartes de hockey, puis c'était pas parfaitement, c'était pas la bonne taille, tu sais, pour arriver exactement flush avec les limites du papier, donc ça dépassait tout le temps. J'avais des cases bleed. Hein? Dans ce temps-là. OK. Ben d'ailleurs, Philippe, on sent dans ton œuvre que tu as grandi quand même dans un milieu où les gens lisaient. Ouais, mes parents étaient des grands lecteurs. Ouais. Tout à fait, ouais. Et on sent que ça a eu un impact très tôt dans ta vie, ça, ton rapport à la littérature, mais étonnamment aussi aux œuvres picturales, aux tableaux. Ouais. J'ai l'impression que ça aussi, c'est quand même arrivé très tôt dans ta vie. Mon père s'intéressait beaucoup aux peintres québécois. Okay. Donc, il y avait il y avait pas d'œuvres originales, là, mais il y avait des lithographies, puis bon, des sérigraphies. Et quand j'étais petit, en tout cas, en fait, un paquet de monde. Plus tard, il a acheté Guy Paquette, puis bon, les grands planeurs, tout ça, ça me plaisait moins, mais tu sais, les espèces de scènes de coureurs des bois ou de gars accroupis sur le bord de la rivière en train de sculpter sa branche, là, avec son canif de chasse, là, bon, c'est ça. Ça, il y avait ça pas mal chez nous. Y avait-tu du Lemieux? Ah oui, il y avait du Jean-Paul Lemieux. Ah oui. C'est drôle, ça, parce que, bon, Jean-Paul Lemieux, qui est connu, entre autres, pour ses grands espaces, il y a des moments, moi, je trouve, dans ton œuvre où il y a ça. Je me demandais, je me disais, est-ce que Philippe a été mis en contact avec du Lemieux? Oui, donc tu me le confirmes. J'ai vu ça toute ma jeunesse, vraiment. Mon père m'amenait dans des vernissages aussi quand j'étais petit, notamment dans un vernissage de Tex Le Corps, dont j'ai parlé un petit peu dans une espèce d'article que j'ai écrit pour la librairie Pantoute, là, il y a quelques années, mais mon père avait un livre de sérigraphie ou de lithographie de Tex Le Corps et il souhaitait avoir une dédicace. Or, Tex Le Corps ne faisait plus de dédicaces à ce moment-là. Okay. Donc, mon père m'avait dit, moi, je devais avoir 10, 12 ans, il m'avait dit, prends le livre, va le voir, dis que c'est pour toi, puis demande-y une dédicace au nom de Guy. Fait que je pars, tu sais, je m'en vais voir Tex Le Corps, puis je dis, pourriez-vous me faire une dédicace? Là, il me trouvait sympathique. Ouais, oui, c'est quoi ton nom? Puis il me dessine un bonhomme en 3-4 coups de crayon. Puis après ça, je me rappelle, avec une sortie scolaire, je l'ai revu au Salon du Livre de Québec, puis il m'a reconnu, il m'a dit, hey, salut Guy! Puis c'est comme ça que ça a... En tout cas. Mais la peinture, tu sais, c'est comme... c'est un truc que j'ai toujours été entouré... Ben, toujours. Tant que j'étais chez mes parents, en tout cas chez mon père, il y avait des Clarence Gagnon, mais c'était pas des originaux, encore une fois, mais des Jean-Paul Lemieux, il y en avait beaucoup. Il s'intéressait à Normand Hudon, beaucoup aussi. Ah ben oui. Ouais. En tout cas, à toutes sortes de peintres québécois, écoute, il y en a plein, là. Par contre, c'était très figuratif, ce qui l'intéressait. Lui, c'était vraiment des scènes... tu sais, Charlevoix, tout ça. Je t'avoue que moi, quand je suis arrivé au cégep, notamment, c'est là que j'ai eu mes premiers cours d'histoire de l'art. Là, j'ai eu un gros coup de cœur pour
l'art québécois, mais non figuratif. Pour moi, ça vient plus rejoindre ce qui m'intéresse dans la peinture en général. Je suis très, très, très attiré par l'abstraction. D'ailleurs, il y a dans Tu es Velázquez, il y a toute cette séquence avec Picasso. Mm-hmm. Donc là, on est loin de l'art figuratif, effectivement. Par moments, c'est semi-figuratif, tu sais, quand même, le cubisme, là. Ouais. Tu sais, on pourrait s'ostiner longtemps là-dessus, mais si tu regardes l'évolution de la démarche picturale de Picasso, il est parti du figuratisme. Mm-hmm. Il a progressé là-dedans jusqu'à déconstruire, puis bon, tu sais, abolir la perspective, etc. Donc, moi, j'ai de la misère à dire que Picasso n'est pas figuratif. Il y a des périodes, en effet, qui sont plus... on va dire abstraite, mais je pense qu'il y a quand même il y a une base de figuration, ne serait-ce que dans l'origine de la démarche. Tu sais, Ouais. Mais Picasso, pour moi, c'était intéressant à cette époque-là parce que j'étudiais dans une école très, très religieuse. Tu sais, c'était des prêtres qui nous enseignaient, puis c'était vraiment du monde strict. Puis le prof d'art plastique arrêtait pas de nous répéter que... Tu sais, moi, j'avais entendu dire à quelque part que Picasso était capable de dessiner des cercles concentriques à main levée. J'avais eu le malheur de dire ça à mon prof d'art plastique, l'abbé Godbout, puis tu sais, ça l'avait vraiment vexé, là. Il nous avait fait une phase de dégoût, puis il nous avait dit, parce qu'évidemment, Picasso, les peintres de cette époque-là, ils avaient rejeté la religion. Donc, tu sais, pour lui, c'était vraiment comme épouvantable de dire ça, là, dans une école religieuse. Donc, moi, je suis resté avec cette image-là, tu sais, que le cubisme et Picasso, notamment, c'était vraiment quelque chose d'anticlérical, puis c'était quelque chose d'impie, tu sais, pour ces gens-là. Puis bon, faut reconnaître que l'art en général, c'est en tout cas surtout dans les dernières décennies, l'art s'est éloigné de la religion, là. Alors c'est ça, c'est une image qui m'a accompagné. Mais c'était quand même pas mis à l'index, là. C'était pas mis à l'index. Il y avait pas de livre de Picasso à la bibliothèque de l'école. Ouais, ça, c'est certain. C'était volontaire. Ouais. Puis tu sais, il y avait juste, écoute, le truc le plus sexy qu'il y avait dans cette bibliothèque-là, c'était Bob Moran. Puis ils en avaient plein, là. Ils en avaient, je sais pas, tous les Bob Moran, en tout cas, sauf peut-être, non, évidemment, on parle au début des années 80, là, ils les avaient. Je les ai tous empruntés, tu sais, je les ai tous lus. Mais à part de ça, écoute, il y avait rien de vraiment trippant dans cette bibliothèque-là. Tu sais, il y avait des livres sur les Étrusques, sur les Grecs, tu sais, sur l'Égypte ancienne, quelques livres, tu sais, comment dire, c'était pour nos cours d'histoire de la civilisation romaine, il fallait qu'on aille puiser à quelque part, mais c'était une bibliothèque ennuyeuse à mort, tu sais. Écoute, c'était épouvantable, là. Puis quand j'ai gradué en secondaire 5, on était obligé d'aller voir l'orienteur. Puis tout le monde dans cette école-là s'en allait en droit, en médecine dentaire ou en administration. On était deux qui divergeaient. Il y avait un Jean-Frédéric Vachon, un de mes amis, qui s'en allait en musique. Enfin, on était trois. Il y avait Philippe Savard qui s'en allait en théâtre et moi qui s'en allais en art visuel. Et puis l'orienteur, l'abbé Caméré, je me rappelle de lui, il avait un énorme trousseau de clés à la ceinture en permanence. Il m'avait dit, tu vas avoir des cours d'histoire de l'art, tu vas voir ça, c'est plate, t'aimeras pas ça. Alors que c'est probablement le cours que j'ai le plus aimé de tout mon cégep. Oui, ça a été une libération, en fait. En fait, quand je suis rentré au cégep, il y avait des filles dans la classe. Déjà, je me sentais comme les Beatles quand ils ont découvert le LSD. Ah oui, j'avoue, hein. Oui, quand même, c'est un gros changement, ça. Horaire libre, on pouvait s'habiller comme on voulait. Imagines-tu, il n'y avait pas de tenue obligatoire, pas de code vestimentaire. Il y avait des filles, l'horaire était variable. Il y a des profs qui donnaient pas de notes. Non, puis on dessinait dans la classe. C'était hallucinant, vraiment. J'avais un prof de français, il donnait le cours d'essai. À chaque cours, il se déguisait. Donc, il y a un cours, il était habillé en soldat. Après ça, le cours d'après, il arrivait habillé en mercenaire romain. Écoute, c'était hallucinant. Tu sais, pour un gars qui était obligé... Là, moi, je te parle, je suis rentré au secondaire en 1983. Il fallait faire notre prière le matin et l'après-midi, en début de journée. Puis, il fallait écrire JMJ-AM en haut de notre page, puis AMDG au bas de la page quand on faisait un travail. JMJ-AM, c'était Jésus-Marie-Joseph, aidez-moi. Puis AMDG, c'était Ad Maiorem Deus Gloriam. Donc, je peux-tu te dire que quand je suis arrivé en art visuel au cégep, c'était comme une libération inouïe, là. Ah oui, c'était de l'oxygène d'un seul coup, hein. Ouais, complètement. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, ça, parce que dans ton œuvre, Philippe, on retrouve plusieurs thématiques, dont la religion. Ouais, nécessairement. Ouais. Et tu vois, Love Apocalypse, entre autres, que tu as publié en 2013 aux éditions Mécanique Générale, je me permets de rebondir là-dessus parce que pour moi, je trouve qu'il y a des éléments... c'est un peu l'antithèse de ce que tu viens de raconter. C'est-à-dire que le jeune, il est pris dans une secte religieuse et justement, il veut s'en sortir et par la musique, par le rock'n'roll, entre autres. Mais c'est mon histoire. Hein. Ouais.
C'est mon histoire. Après ce qui est arrivé dans Tué Velasquez, on habitait à Sainte-Foy, puis il y avait un gars dans notre quartier. D'ailleurs, il est ressorti dans les journaux. J'ai lu un article à son sujet la semaine dernière. L'organisme, ou en tout cas son club, ça s'appelait Marie Jeunesse. Et puis, j'avais toujours de la difficulté à me faire des amis. Donc, encore une fois, ma mère m'avait poussé dans les bras de cet organisme-là. Puis, il y avait une fille dans ce groupe-là qui m'intéressait beaucoup, qui s'appelait Marlène. Qui avait à peu près mon âge, puis là, ben, je comprenais, parce que j'avais vécu l'expérience de Tué Velasquez, avec l'organisme Les Oies Blanches, ben là, je voyais très bien ce qui se passait là, mais il y avait cette fille-là, moi, qui m'intéressait à mort, là, dans ce groupe-là, puis je m'étais dit, crème, si je reste là, je vais pouvoir me rapprocher d'elle. Donc, c'est ça que j'ai voulu raconter, en fait, dans l'œuvre Apocalypse, en utilisant l'histoire de l'ordre du Temple solaire, là. Celle-là, je l'ai pas vécue. Mais tu sais, tout le reste, là, le gourou qui débarque puis qui nous dit qu'il vit dans une caverne depuis 2 ans sans avoir mangé, bon, tout ça, je l'ai vu, là, c'est toutes des choses que j'ai vécues, ça. Oui, c'est une œuvre très riche, Philippe, et quand on fait l'exercice de te relire, on se rend compte que ton corpus se distingue vraiment. J'ai l'impression que ton corpus est vraiment en marge de la production générale au Québec. D'ailleurs, lors de la fondation de Mécanique Générale en 2001, vous étiez 6 cofondateurs et vous étiez tous très, très différents. De Jimmy Beaulieu, Éric Asselin, Benoît Joly, Sébastien Trahan et Luc Giard. D'ailleurs, Éric Asselin, c'est un bon ami à toi. C'est ça. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai connu... quand je suis rentré au cégep, donc, tu sais, moi, j'arrivais d'une école où j'étais le seul, ou à peu près, qui dessinait. Puis j'avais passé plusieurs années à traîner dans les locaux du Journal étudiant. Donc, quand je suis arrivé au cégep, ben naturellement, je suis allé au Journal étudiant aussi. Tu sais, j'avais l'impression que c'est là que je rencontrerais ma gang. Et puis, il y avait Jean-François Bergeron, qui étudiait en graphisme avec moi. Qui, lui, connaissait Éric Asselin, qui écoute, ces deux-là, c'était déjà des super dessinateurs de bande dessinée, tu comprends? C'était déjà des vedettes incroyables. Et ironiquement, les deux venaient de Loretteville, comme moi aussi, sauf que moi, mes parents s'étant séparés quand j'avais 12 ans, on avait quitté ce quartier-là pour aller vers Sainte-Foy. Donc, je les ai pas rencontrés quand j'habitais à Loretteville. Je les ai rencontrés au cégep, mais j'aurais peut-être pu ou dû les rencontrer si j'étais resté dans ce quartier-là. Donc, c'est Jean-François Bergeron qui m'a présenté Éric Asselin. Puis au Journal étudiant, donc, on était ceux qui faisaient de la bande dessinée. Donc, mais tu sais, je veux dire, ils étaient déjà meilleurs que moi énormément. Tu sais, il y avait des longueurs d'avance. Là. Ben, évidemment, c'est ton avis, Philippe. Moi, je vais rectifier les choses un peu. On parle de l'aventure Tabasco, qui était un fanzine assez imaginatif, parce qu'il avait d'un numéro à l'autre un format différent. Ouais. Vous étiez donc J.F. Bergeron, Éric Asselin et toi-même. Au départ. Après ça, on a ouvert les pages. Après quelques numéros, là, on a ouvert les pages à d'autres artistes. Oui, il y a eu Louis Rémillard, entre autres. Il y a eu Jimmy Beaulieu, qui a fait quelques pages. Il y a un paquet de monde, quand même, là. Mais donc, tu fais tes débuts dans ce fanzine-là, et vous avez 3 approches complètement différentes de la bande dessinée. Jeff Bergeron a une approche, somme toute, assez classique. Ouais. Il avait déjà publié, lui, aux éditions avec André-Philippe Côté. Exact, là. Falardeau, exactement. On avait, il y avait Éric Asselin qui avait 5, 6, 7, 8 pseudonymes. Exact. Et lui, il avait déjà publié aussi beaucoup de trucs quand même. Hein. Écoute, il était actif, là, vraiment. Quand on a commencé Tabasco, il y avait déjà des végétaleries de Gilbert Le Poivert, puis des petits bonhommes Pittsburgh. Écoute, il y avait assez de matériel pour faire 5-6 fanzines à lui tout seul, déjà, là. Ce qui est admirable aussi, c'est que il y avait un jeu, ou en tout cas une convention d'établie entre Éric et toi, c'est-à-dire que par moment, Éric a fait du Jim le Malingre. Ouais. Il a fait Brett Brannigan aussi. Et inversement, toi aussi, t'as intégré ça. Les petits bonhommes, c'est-à-dire les Shibuki, les killers Shibuki, ça c'était son idée, mais à un moment donné, c'est ça, je lui volais. Mais tu sais, il faut comprendre qu'à l'époque de Tabasco, là, on parle en 1997, la scène bande dessinée à Québec, tout le monde travaillait dans son coin, puis on se connaissait pas vraiment. Donc, on était tous chacun de notre côté. C'était quelque chose quand même. On était conscient du fait qu'il y avait des artistes parce qu'il y avait eu la SKBD. Ouais. Mais on les voyait plus. Tout le monde était désillusionné. Puis quand on s'est assis puis qu'on a décidé de démarrer ça, Tabasco, bon, Éric avait déjà beaucoup de matériel et il y avait de l'énergie. Là, c'était incroyable. C'était hallucinant.
Écoute, je me levais, j'habitais dans le centre-ville dans ce temps-là, lui aussi, mais on n'était pas exactement dans le même coin du centre-ville. Là. Je partais travailler le matin, j'ouvrais ma boîte aux lettres. Pendant la nuit, il était venu me déposer des BD qu'il avait faites. Puis là, après ça, j'arrivais, je lisais ça, j'en revenais pas. Là, je me disais, mon Dieu, il dessine tout le temps. Eh oui, il dessinait tout le temps. Tout le temps. Puis là, ben moi, là, j'arrivais chez nous, j'étais tellement craqué parce que j'avais vu que de mon côté, ben, je dessinais des trucs. J'allais cogner à la porte chez eux à 7 heures du matin avant d'aller travailler. Puis là, lui, il venait de se coucher, là. Il avait dessiné toute la nuit, puis là, il m'ouvrait la porte tout nu. Puis là, je lui donnais ma pile de BD que j'avais dessiné, puis je disais, garde, couche-toi, puis tu reliras ça quand tu seras réveillé, là. Là, il se réveillait à 5 heures de l'après-midi, parce qu'il travaillait de nuit, en plus, pour vrai, là. Okay. Il travaillait comme agent de sécurité. Puis là, il a recommencé à dessiner, puis le lendemain matin, j'étais en train de prendre mon café, puis ça cognait à la porte, puis c'était Eric avec son uniforme de gardien de sécurité qui venait cogner à ma porte avant d'aller se coucher avec encore des nouvelles BD qu'il avait faites. Tu sais, c'était un feu roulant, là. Ma blonde n'en pouvait plus, là. Mais il y a une énergie qui se dégage. J'ai relu les Tabasco dernièrement. Et c'est étonnant à quel point il y a déjà une grande maîtrise de la part des 3 contributeurs principaux. Moi, je trouve pas que j'avais une grande maîtrise dans ce temps-là quand même. Faut que je te le dise. Faut que je sois franc avec toi. Tu sais, Eric et moi, on avait le goût de faire de la BD underground. Il faut quand même le dire. Là. Ouais. Puis quand je dis underground, faut comprendre que dans ce temps-là, si tu avais des sacs dans une bande dessinée québécoise, tout le monde rêvait de publier en Europe. Là. Si tu normalisais pas ton français pour être compris par des Parisiens, déjà tu étais considéré comme un underground. Mais nous autres, on s'était dit, hey, on l'assume. Puis moi, j'y tenais à cette affaire-là. Tu sais, j'avais mis ça clair dès le départ. Là. Jean-François, déjà, on voit qu'à cette époque-là, il cherchait réellement à développer un produit européen, puis tu sais, franco-belge. Puis d'ailleurs, il y avait le talent qu'il fallait dans ce temps-là pour le faire. Mais Eric et moi, tu sais, on était revenus à un moment donné de Montréal, là, de chez Fish, on avait acheté des poules là, de Cyrus. Là. On hallucinait. Là. Je me disais, mon Dieu, moi, je veux faire ça, mais tu sais, qui se passe à Québec. Là. Ah ouais, hein? Donc, on avait le goût d'être underground. Quand je regarde ça aujourd'hui avec le recul, je trouve que, tu sais, en tout cas, il y a un paquet d'affaires que j'aurais refaites autrement. C'est pas que je m'appliquais pas, mais je voulais vraiment que ça ait l'air underground. Tu sais, puis c'est ça. Mais déjà, c'était très, très conceptuel ce que tu faisais. Déjà, tu jouais beaucoup avec le médium. Jim le Malingre avec les 6 cases à la verticale. Grosse face aussi. Ouais. D'ailleurs, Grosse face... t'abordes une thématique plus politique qui va revenir dans ton... Ah oui, clairement, oui. Oui. Donc, pour vrai, j'ai l'impression que t'as vraiment jeté les bases de ton corpus parce qu'il y a vraiment des thématiques qui reviennent. Tu touches déjà au strip qui est une forme, probablement la forme la plus difficile. Extrêmement difficile. Oui. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est ce qui est le plus dur à faire aussi, ouais. Mais c'est ça, Tabasco... Tu sais, c'était... à un moment donné, on avait évoqué l'idée de démarrer comme des histoires longues, tu sais, qui suivraient de numéro en numéro, mais c'était pas possible. Tu sais, ça avait pas de bon sens. Le rythme de publication était trop exigeant et le fait de changer de format à chaque numéro aurait fait que nos histoires à suivre, on n'aurait jamais pu les mettre dans des albums. La page changeait de sens, puis de dimension, puis de format. Tu sais, t'avais des pages triangles des fois, là. Donc, à un moment donné, on a exclu ça complètement. Donc, le strip, ça s'est comme imposé assez rapidement comme j'allais dire le véhicule idéal pour Tabasco, là. Mais tu sais, ça a été une bonne école. Je dirais. C'est dur de faire du strip, mais écoute, tu sais, quand tu passes à travers de ça, je regarde Daniel Shelton, là, tu sais, je me dis, écoute, lui, vraiment, là... tu sais, c'est comme si il rendait à son postdoc, là, lui, tu comprends? Il a tellement exploré ce médium-là. Tu sais, le rythme de travail, la mécanique, la gymnastique mentale que ça impose, t'as toujours la tête là-dedans. Tu cherches des gags sans arrêt, là. Ouais. Tu sais, t'es à la plage avec tes enfants, t'as ton carnet à côté de ta serviette, là, ça finit pas. C'est dur, là. Faut vraiment réaliser que c'est dur. Donc, c'est ça. Tu sais, oui, d'une certaine façon, Tabasco, ça a jeté les bases j'ai envie de dire, de mon territoire littéraire. Et d'ailleurs, premier album professionnel que tu vas publier, c'est en 2001 et c'est Jim le Malingre. Ouais. Alors, t'auras choisi de Brett, des robots, de Grosse Face et de Jim, t'auras choisi Jim. Ben, c'est pas moi qui l'ai choisi, hein. En fait, c'est que j'avais fait des fanzines de Jim le Malingre. Ouais. 5. Ouais, exactement. Ouais. Puis à un moment donné, Eric et moi, on s'était dit, on va aller au Salon du Livre de Montréal, puis on va aller voir ceux qui font de la BD, puis on va leur donner nos fanzines, ils vont savoir qu'on existe. T'sais. Donc, on était partis là, écoute, avec nos plus beaux t-shirts de super-héros sur le dos. Puis, on s'était ramassés là. Puis, on faisait le tour des tables. Écoute, il n'y avait pas tant que ça, là, du monde qui faisait de la BD. Tu sais, il y avait Fichtre, c'était à peu près ça, là. Ouais. Puis, à un moment donné, j'arrive devant le kiosque de Michel Tremblay. En fait, c'était pas son kiosque à lui, mais de sa maison d'édition, l'Éméac. Puis, je le vois tout seul en arrière de sa table. Puis, il y avait personne en avant de lui.
Il était tout seul. Ce qui est relativement rare. Ça arrive jamais. Écoute, je vais au Salon du Livre à chaque année, il est toujours occupé. Donc là, je vois ça, je me dis, mon Dieu, Michel Tremblay, le plus grand écrivain du Québec. Là, je ne fais ni une ni deux. Je sors mon fanzine, je m'approche de lui, je lui donne. Puis là, je balbutie quelque chose. Puis là, il me dit, hey, dédicace-moi là. Là, écoute, je prends son crayon, tout nerveux, je fais un bonhomme, tout croche, en tout cas, puis j'y donne ça, puis je pars. La patate me débattait, comprends-tu? Et je m'en vais, tu sais. Et là, sans que je le sache, Yves Millet de chez Fichtre, qui était aussi l'éditeur de Zone Convective, est passé plus tard devant le même kiosque et il a vu que Michel Tremblay avait le fanzine de Jim le Malingre à côté de lui. Et donc, lui, il n'a fait ni une ni deux. Il en a conclu que Michel Tremblay était un fan de Jim le Malingre. Donc, il m'a écrit par la suite, puis il m'a dit, écoute, je vais faire un album, tu sais. Mais tout ça, quelque part, c'est un scam, tu comprends? C'était comme une mise en scène involontaire. C'était incroyable. Et c'est ça qui a fait que c'est Jim le Malingre qui est devenu mon premier album. Et donc, il y a Éric Asselin au même moment qui publie... Éric avait publié Villégiature avant moi. Oui, c'est ça. Avant moi, ouais, c'est ça. Ah, écoute, ça m'avait donné un petit coup de fouet, mon gars, cette affaire-là. C'est encore dans tous les livres qu'il a fait, c'est encore un de ceux que je préfère, j'avoue, là. Les autres sont tous excellents aussi, mais celui-là, vraiment, tu sais, je suis pas capable d'oublier l'état d'esprit dans lequel je me trouvais quand j'ai vu que lui avait déjà fait ça. Puis tu sais, c'était genre d'un album, il l'a dessiné en une nuit, là, tu sais. C'est fou, hein. C'était un marathon de travail, puis tout ça dans le bonheur, tu sais. Il faisait ça avec le sourire aux lèvres, puis tu sais, je veux dire, c'était incroyable. J'étais vraiment admiratif de voir qu'il avait fait ça. Puis, ben c'est ça, Jim le Malingre est venu par la suite comme... J'avais comme l'impression, tu sais, que... Je boxais pas dans la bonne catégorie, tu comprends, avec mon Jim le Malingre, mais bon, c'est ça, c'était mon premier. Je l'aime encore, ce livre-là, d'ailleurs. Là. Mais quand il est sorti, c'est ça, je me disais, mon Dieu, tout le monde va rire de moi. Ah non, pas du tout, parce que c'est deux, bon, ton travail, celui d'Éric, il y a beaucoup, il y a à la fois beaucoup de familiarité. D'ailleurs, vous avez ensemble fait un album formidable, Danger public. Soit dit en passant, je lui ai écrit un autre scénario derrière moi aussi. Mais il n'a pas encore décidé de le faire. Mais bon, c'est ça. À suivre. Mais d'ailleurs, Danger public, là, on passe du coq à l'âne, mais Danger public, j'ai vraiment l'impression, et tu me corriges si je me trompe, que t'as écrit ça que tu l'as écrit pour Éric. Ouais, c'est exactement comme ça que ça s'est passé, ouais. Parce que... Il m'a demandé à un moment donné de lui écrire un scénario, mais c'est un gars qui a pas beaucoup de mémoire. Donc, je me rappelle, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais y écrire? Qu'est-ce que je pourrais y écrire? Puis là, tu sais, je tournais en rond, je prenais des marches, tu sais, je me cassais le bicycle pour trouver une idée. Puis à un moment donné, j'ai eu comme un flash. Puis je me suis assis, puis je l'ai écrit à la main, là. J'ai pris un stylo, là, puis je l'ai tout écrit à la main sur des feuilles de papier pendant toute une journée. Le soir, je suis arrivé chez nous, on venait d'acheter un ordinateur. Je l'ai retapé en je ne sais trop combien de temps, ça prend un certain temps. Puis après ça, je l'ai relu, bon, tu sais, tu fais tes corrections, ça prend du temps. Puis là, j'ai appelé Éric, puis je lui ai dit, hey, je t'ai écrit un scénario. Puis il m'a dit, non, je n'ai pas de besoin, c'est beau. Et j'ai dit, non, tu m'as demandé d'écrire un scénario. Il a dit, non, je t'ai pas demandé ça, tu te trompes. Là, je me suis dit, il a encore oublié. Fait que ça a resté comme ça. Ça a dormi dans mes cartons. Pour longtemps, ouais. Puis après ça, l'Agence Québec-Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse a organisé un concours qui s'appelait Danger. Il invitait les gens à leur envoyer des nouvelles sur le thème du danger. Donc, j'avais écrit cette histoire-là, moi, je l'ai renvoyé. Puis, ça a gagné, imagine-toi donc. Donc, ils l'ont publié dans un recueil. Et puis, quand le recueil est sorti, je l'ai donné une copie à Éric. Il l'a lu, il m'a dit, hey, mon sale, ça serait super pour moi, ça. Mais je dis, oui, mais épais, c'est pour toi que je l'ai écrit. Mais tu t'en rappelais pas. Fait que là, c'est comme ça que c'est parti. C'est formidable. C'est revenu comme ça. Ah oui, mais d'ailleurs, toute l'inventivité graphique d'Éric, parce qu'en fait, c'est la décompression d'un plan foireux. C'est comment dire, j'aime beaucoup, et Éric il est comme ça aussi d'ailleurs, j'aime beaucoup l'idée de revisiter la même scène sans arrêt, mais en modifiant certaines variables pour que ça soit jamais exactement la même chose. Il y a quelque chose de queneau là-dedans? Ah ben, moi, tout à fait. Moi, vraiment, oui. Et au niveau du découpage, et au niveau de... Il a réussi, Éric, dans son découpage, à faire en sorte de constamment se réinventer. On tombe, même si l'exercice en est un de répétition, en même temps, on se laisse porter dans ce récit-là. Et tu n'as pas vu les pages qui n'ont pas été publiées dans l'album, parce qu'il y en a d'autres, là, que l'éditeur n'a pas voulu publier aussi, là. Okay. Dessiné en dessin d'enfant, puis tout ça, tu sais, c'est un livre qui est plus épais que la version qui a été publiée, là. Alors, avec Éric, notamment, vous serez ensemble pour fonder Mécanique Générale. À ce moment-là, Mécanique Générale, c'est un peu comme les Beatles, hein? Tu penses? Moi, je voyais plus ça comme comment dire, à cause des tensions qu'il y avait à l'intérieur du groupe, là. Ouais.
Pour moi, c'était plus comme les automatistes. Tu sais, c'était dans le sens où il y avait des prises de bec constantes, puis tu sais, des disputes, des chicanes perpétuelles. Tu sais, quand on dit que la tension est saine du point de vue de la créativité, ben sans doute, mais elle est très dure sur l'humain, là. Ben c'est ça. Mécanique générale, c'était beaucoup comme ça. Ouais. Ah, c'est drôle ça, parce que d'un point de vue de lecteur, moi, je sentais une espèce d'émulation. Bon. Oui, il y avait de l'émulation, ça c'est clair. Mettons, entre Jimmy, Éric, moi et Sébastien Trahan, là, tu sais, ça circulait énormément l'énergie, là. Bon, Benoît Joly, en ce qui me concerne et en ce qui concerne Éric, c'est réellement comme une idole de jeunesse, là. Tu sais, pour nous, c'était comme incroyable d'avoir la chance de travailler avec ce gars-là, là. La première BD québécoise que j'ai achetée, moi, c'est Exit de Benoît Joly, puis je l'ai encore chez nous. Chez Kamikaze, là? Non, j'ai la version que lui-même avait photocopiée. Oh! Qui était vendue, dans mon cas, à la librairie Pantoute sur la rue Saint-Jean à Québec. J'avais payé ça 5$. Je l'ai encore chez nous. Personne n'a jamais... Ça, c'est une influence majeure, tu sais, pour moi, tu comprends? Là, c'est l'influence majeure, en fait, en bande dessinée. Il n'y a rien d'autre qui m'a influencé autant que ça. Donc, quand Benoît est débarqué, quand Jimmy nous a dit que Benoît embarquait avec nous dans Mécanique Générale, je veux dire, c'était inouï, là. Puis Luc, moi, je le connaissais juste parce que, j'avais vu passer des Ticoons, The Wiz Tornado, etc., mais je le connaissais pas personnellement. Mais c'est un peu la même affaire, en tout cas pour Jimmy, je pense, d'avoir Luc dans le décor, tu sais, c'était comme d'avoir son maître dans ton équipe, tu comprends-tu? Là? C'est comme si c'était un petit cul qui joue au hockey, puis Guy Lafleur est sur ton trio, là. Mais Benoît Joly, inspiration du fait que il aborde la bande dessinée d'un angle complètement différent. C'est-à-dire que, tu vois, pour te raconter mon histoire, moi, quand j'étais, je pense, en secondaire 3, je m'étais inscrit à un atelier de bande dessinée à la ville de Sainte-Foy. Ça avait lieu là au-dessus d'une aréna, là, dans un local communautaire. Puis c'était un gars qui s'appelait Martin Cassista qui donnait ce cours-là. Puis tu sais, c'était pas un cours où nous apprenait à dessiner, comme un cours où on discutait de bande dessinée, puis tu sais, on avait des trucs à faire tous, puis on compilait ça dans un recueil à la fin du trimestre, là. Et puis ce gars-là, Martin Cassista, connaissait tout le monde qui faisait de la BD à Québec. Puis à un moment donné, il avait invité Benoît Joly à venir nous parler. Puis moi, ça avait été vraiment un déclic important. Parce que avant de le rencontrer, j'aimais ça la bande dessinée, mais je voyais pas comment j'allais pouvoir en faire. T'sais. Les tuniques bleues, les schtroumpfs, je me disais, mon Dieu, je vais mourir avant d'avoir fini. T'sais. Quand j'ai rencontré Benoît Joly, puis je l'ai vu comme refuser un paquet de dogmes dans la bande dessinée, la série, tu sais, à la limite, les bulles, les cases, tout ça, c'était pas vraiment important. Il y en avait, là, mais... Bon, puis j'avais vu son travail, en plus, dans le magazine Bambou, dans lequel j'avais eu la chance de publier une BD, moi aussi, parce que j'avais gagné un concours de bande dessinée au cégep de Trois-Rivières, imagine-toi donc. En tout cas, bref, j'avais vu son travail, puis tu sais, je le trouvais à des kilomètres de tout le monde. Puis quand je l'ai rencontré, je me suis dit, OK, si c'est ça la bande dessinée, alors moi aussi, je peux en faire. Puis c'est ça, tu sais... c'est très important pour moi, l'œuvre de Benoît Joly, écoute, est fondamentale dans mon travail, là, vraiment, là. Du point de vue du dessin, du point de vue de... Tu sais, il y a un côté lyrique dans ce qu'il fait, tu sais, puis c'est venu me chercher vraiment, là, ça m'a pris à la gorge, cette affaire-là. Et d'ailleurs, ça fait des années qu'il a pu publier, Benoît Joly, en fait. Il publie en ligne des dessins, souvent. Ouais. Mais je pense que son intérêt pour la bande dessinée, c'est un peu émoussé, tu sais. C'est un gars qui vient des arts visuels. Ouais. Donc, son intérêt pour les arts visuels est encore présent, mais son intérêt pour la bande dessinée, je pense que... Bon, disons, ça s'est muté en autre chose, peut-être, là. Alors, Mécanique Générale, l'œuvre fondatrice, c'est un collectif. Ouais. Avons-nous les bons pneus? D'ailleurs, ton histoire met en scène une conversation imaginaire avec Ernest Hemingway. Ouais. C'est intéressant, ça, parce que tu vas y revenir à Ernest Hemingway des années plus tard. Ouais. Et donc, vous collaborez tous à plusieurs collectifs, les 6. Tu publies également quelques albums chez Mécanique Générale. Arrive Les Ravins, qui est ton dernier album à la première mouture de Mécanique Générale. Et là, il y a un bond. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe à plusieurs égards. Tout d'abord parce que tu abordes un genre qu'on t'avait pas vu aborder encore. Le carnet de voyage et aussi l'autobiographie pleinement assumée. Au niveau de la densité, là, on parle d'un 160 quelques pages. C'est un récit de voyage formidable. C'est une main tendue aussi. Je sais pas, écoute, les lecteurs me répètent souvent, en tout cas, je me fais dire, ce livre-là, je l'aime moins. Tu sais. Les gens me disent ça. Ce livre-là, je l'aime moins.
Mais je pense que ce qui les dérange, c'est le dessin. T'sais. Pas tant que ce que je raconte, comme la manière qu'il est dessiné. Puis, écoute, moi, quand je le regarde aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un paquet d'affaires que je referais différemment. Mais je pense que c'est le livre le plus important que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Tu comprends? Ouais. Je pense que celui-là, là, plus que Tuer Velasquez, c'est vraiment... tu sais, bon, en Russie, là, écoute, c'est vraiment gros, parce qu'il a été traduit en russe. Hein? Ouais. Puis, évidemment, l'histoire se déroule en Russie aussi. Là. Puis, écoute, quand je vais dans un festival de BD en Russie, là, je veux dire, ça fait la file pour avoir des dédicaces pour ce livre-là, comme nulle part ailleurs au Québec, puis pour aucun de mes livres. Tu comprends? C'est vraiment un livre important. Bon, c'est ça, comme je te dis, il y a des dessins que je referais, il y a des choses que je changerais là-dedans, mais j'ai fait quelque chose, en tout cas, qui m'a dépassé, quand j'ai fait ce livre-là, qui ne m'appartient plus, qui est rendu plus grand que moi, qui est complètement... qui m'a... Tu sais, c'est un enfant qui est parti vivre sa vie, là. Puis, je pense qu'il faut... si un jour tu as la chance d'aller à Saint-Pétersbourg ou à Moscou... dans une librairie de BD, tu auras l'occasion de le voir, mais moi-même, j'en reviens pas à chaque fois. T'sais. Mais il y a un souffle. Cet album-là, Philippe, préfigure la deuxième portion de ta carrière, de ton corpus. Il y a un souffle inédit, il y a une densité, il y a une puissance, cet album-là. Et pour moi, il m'apparaît clair que c'est un album pivot dans ta carrière. Et c'est un album qui a pas pris une seule ride. Je l'ai relu encore cette semaine. Ah ouais. Et c'est étonnant parce que bon, t'as fait le voyage en compagnie de Jimmy Beaulieu. Moi, je crois pas beaucoup au hasard. Ce qui est étonnant, c'est que alors que Jimmy Beaulieu avait déjà à l'époque beaucoup donné dans le carnet de voyage, dans l'autobiographie, de te voir, toi, t'adonner à ce genre-là, avec ta propre couleur, ta propre sensibilité, c'est vraiment étonnant. Mais en même temps, j'avais l'impression, je me disais, est-ce que c'est un passage? Est-ce que dans le fond... le fait que tu t'adonnais pour une première fois à ce type d'œuvre-là, alors que Jimmy y avait déjà beaucoup touché, est-ce que j'avais l'impression aussi que c'était un album passage en ce sens-là? Ben, c'en est certainement un, mais tu sais, moi, je voulais pas faire un carnet de voyage. Pour moi, c'est pas un carnet de voyage. Tu comprends cette affaire-là? Parce que ce dont j'avais besoin de parler, moi, dans cette histoire-là, c'était de la mort de mon ami Guillaume. Puis, au départ, j'avais l'impression de parler de ça, tu sais. Puis c'est quand le livre a été fini que je l'ai envoyé à Jimmy, qui m'a dit « Hey man, t'as fait un carnet de voyage inouï. » Puis là, je me suis dit « Non, on n'a pas dû lire la même affaire. » Là. Puis là, après ça, je me suis dit « Ouais, c'est vrai quand même, tu sais, que ça peut avoir l'air d'un carnet de voyage. » Mais tu comprends, moi, sur le coup, pour moi, ça, c'était comme l'accessoire du livre. C'était le truc... J'avais l'impression que ça parlait de tout sauf de voyage. T'sais. Ah, ben en fait, c'est... Oui. Mais bon, tu sais, encore une fois, c'est un livre qui m'a échappé. Tu comprends, dans le sens qu'il y avait plus... il y avait plus d'énergie en lui qu'en moi, tu sais. Alors, il est parti vivre sa vie, là. C'est drôle parce que quand je parle de main tendue, c'est qu'il y a une ouverture, il y a une invitation, il y a quelque chose de profondément généreux dans ce livre-là, à l'endroit d'un peuple dont on sait très très peu de choses autres que ce qu'on a vu dans les James Bond, là, évidemment. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première fois que j'ai été en Russie, donc pour le festival Boomfest, j'étais en deuil de mon ami Guillaume, donc qui était un ami que j'avais connu au cégep, justement au journal étudiant, qui était mon grand ami. Puis j'ai dit oui pour... Jimmy avait offert un paquet de monde de l'accompagner à ce voyage-là, puis personne ne pouvait y aller. Pascal Girard, en tout cas Sébastien Trahan. Puis je pense qu'à un moment donné, en désespoir de cause, parce que ça lui faisait peur d'y aller tout seul, il voulait pas y aller tout seul. À un moment donné, il m'a écrit, il m'a dit hey, « Tu viendras-tu avec moi? » Puis j'ai dit oui, moi. Puis j'étais pas prêt à partir en voyage, tu sais, vraiment, là, j'étais vraiment en deuil, tu sais, j'avais perdu mon ami, il avait été traité à l'hôpital à Québec pendant 1 an, à l'Hôtel Dieu, alors qu'il venait de Chicoutimi, moi j'allais le voir à tous les jours, là, pendant 1 an, puis tu sais, le matin, midi et soir, puis tu comprends, je m'étais battu pour qu'il vive, puis il était mort, donc j'étais pas du tout prêt à partir en voyage, et puis j'ai dit oui, pourquoi, regarde, mystère et boule de gomme, je me suis ramassé là-bas dans un drôle d'état d'esprit, j'ai été émerveillé par la Russie. Les Russes, j'y suis retourné 3 autres fois depuis ce temps-là. C'est un peuple fantastique. Ils sont d'une gentillesse inouïe. C'est des gens attachants, là. C'est des gens tellement qui gagnent tellement à être connus. Au-delà de tous les clichés qu'on voit à la télévision et dans les films sur les Russes, là, ce sont réellement des gens fantastiques. Et donc, je suis revenu de là. Écoute, j'étais bouleversé... complètement bouleversé. Et le hasard a voulu que, dans la semaine qui a suivi mon retour, j'ai vu un reportage à la télévision
avec l'écrivain Andrei Makin, qui est un écrivain franco-russe. Et il disait dans son reportage, « Jamais vous ne lirez un livre en français qui dit du bien des Russes. » Et là, je m'étais dit, « Ah ouais, c'est vrai? Ben, check-moi bien aller, mon gars. » Puis c'est pour ça que j'ai fait ce livre-là. Moi, je m'étais dit, « Regarde, je vais en faire un livre en français qui dit du bien des Russes. » Puis c'est ça. C'est comme ça que ça s'est fait. Et je m'étais dit que ce livre-là allait être la catharsis à travers laquelle j'allais comme finir mon deuil. Que j'allais terminer mon deuil. Bon, ça, je m'étais trompé complètement là-dessus, là. Ouais. Mais tu sais, j'avais l'impression que c'est ça que ça allait arriver, qu'il allait arriver, que j'allais réussir à comment dire, tu sais, à enterrer, si tu veux, mon deuil avec ce livre-là. Puis alors que ça a ouvert ça a pavé la voie à une série de livres qui traitent de la mort, une série qui n'est toujours pas terminée, en fait. Là. Non, c'est ça. On est toujours à l'intérieur. D'ailleurs, ton ami Guillaume, tu le fais vivre notamment dans les pages de La Mauvaise Fille. Ouais, ben je l'ai fait vivre à un paquet de places. Mais là, concrètement, c'est bel et bien lui. Ouais. Il y a une publication qui est gratuite, là, qui a été, écoute, ça a été lancé il y a un mois par la Ville de Québec, ou en tout cas, ça s'appelle Confluence. J'ai fait 2 pages. Écoute, je m'étais lancé à un moment donné sur un album complet. Je voulais raconter l'année à l'hôpital de mon ami Guillaume. J'étais bien parti, tout. J'ai fait lire aux gens autour de moi, là, à sa veuve, à qui j'avais donné d'ailleurs un droit de veto, et à un de nos amis communs. Puis, écoute, la réaction a été tellement émotive, ça a tellement fait de la peine à tout le monde de le revoir comme ça en dessin que j'ai arrêté. Parce que là, je me dis, OK, là, je suis quand même pas pour faire du mal à tous ceux qui l'ont aimé, là. Mais oui, écoute, il est encore... en effet, il plane encore sur mon œuvre. Oui, totalement. Il est omniprésent, on le sent bien. Et d'ailleurs, donc Ravin permettra d'ouvrir plus qu'une brèche. Là, on parle vraiment d'une porte. Oui, c'est une porte qui est toujours ouverte, en fait. C'est toujours pas fermé. Ouais. Et là arrive Tu es Velasquez, qui est l'album de la consécration. Dans une certaine mesure, c'est-à-dire que c'est sûr, les médias, la réponse médiatique est très forte, celle des lecteurs aussi. C'est un album qui est difficile à lire, dont une phrase que la littérature peut nous sauver la vie. Même un vieux livre peut sauver une vie. Même un vieux, exact. Ouais. C'est une phrase assez puissante, ça. Et en relisant Tu es Velasquez, je pense que c'est ce moment-là qui m'a le plus bouleversé, en fait. Parce que ça peut aller chercher tout le monde, en fait. Tout le monde pour qui la littérature, pour qui la lecture est un point d'ancrage majeur dans leur vie. Et c'en est... Et Tu es Velasquez, c'en est l'exemple magnifié de ça. Et donc... il y a toujours quelque chose de pudique chez Philippe Gérard. Mais en même temps, il y a toujours quelque chose aussi de très, très émotif et de très, très chaleureux. Mais tu vois, des fois, surtout ces jours-ci, je te cacherai pas que je me demande si... Peut-être que je suis pas dans le bon médium, tu sais. Je pense que la bande dessinée, c'est pas un médium de pudeur puis de main tendue, tu comprends? Je pense que la bande dessinée, c'est plus un médium d'humour, de dérision, tu sais. Souvent, j'ai l'impression de pas être dans la bonne talle, tu sais. Je pense que ma manière, c'est pas ce qu'on attend d'un auteur de BD, en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui me le font sentir, en tout cas. Ah bon? Ben, moi, je trouve ça très étonnant, ce que tu dis là, Philippe, parce que pour moi, la bande dessinée, elle est multiple, elle est divergente, et c'est ce qui fait la richesse de ce médium-là. Évidemment, il y a des albums où il y a des séries à succès, et les gens, c'est comme de la saucisse. Tu leur donnes de la saucisse high grade, ils vont demander de la saucisse high grade, puis c'est correct. Mais moi, je trouve au contraire, je trouve que tu développes. Il y a toute une... Depuis les Ravins, t'as vraiment, mais c'est fulgurant à quel point t'as développé ta façon d'aborder ce médium-là. Pour moi, t'es un auteur multiple en constante métamorphose. Et on sent aussi la dualité entre l'écriture textuelle et l'écriture visuelle. Et je trouve qu'il y a une saine émulation parce que on sent tes influences et il y a toujours... il y a comme dans le bon sens du terme, là, entendons-nous. Il y a comme une espèce de surenchère. À chaque album que je lis de Philippe Gérard, je me dis, tiens,
il a réussi encore une fois à nous étonner, à nous amener là où on s'y attendait pas. Tu sais, pour moi, Love Apocalypse, c'est une, à titre d'exemple, là, c'est une prémisse qui est très claire en soi. Bon, c'est un jeune qui est dans une secte religieuse, qui tombe amoureux d'une fille qui est aussi dans cette secte religieuse-là, et on sait, on peut déjà anticiper un peu ce qui va se passer. Pourtant, au niveau graphique, il y a des pages où là, tout à coup, c'est comme si tu nous dérobais le tapis sous les pieds. Ah bon? Rewind. Comment partir, par exemple, d'une histoire où on joue avec la temporalité, on revient dans le temps et on revient dans le futur et le personnage meurt et il retourne dans le passé. Comment graphiquement t'as réussi à toujours te réinventer sans que l'aspect répétitif vienne plomber le récit? Mais oui, c'est dans le sens que tu as raison sur le point que je veux pas me répéter. Tu sais, moi, l'essentiel de ma démarche d'auteur, c'est de rebondir là où on ne m'attend pas. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Peut-être que des fois, je réussis moins, là, mais tu sais, je l'ai déjà dit avant, là, sans vouloir me comparer avec quelqu'un qui est de toute façon beaucoup plus grand que moi, mais qui a été mon modèle pendant je ne sais trop combien d'années. Mais moi, le musicien que j'ai le plus aimé, c'est David Bowie. À chaque disque, c'était nouveau. Tu sais, comprends-tu? Donc, j'ai un infini respect pour cette démarche-là. C'est ce que j'essaye de faire. Puis je me fais dire souvent, mais écoute, la BD, mec, c'est autre chose. Tu sais, les Tuniques Bleues, c'est 27 albums dans la série. Puis tu comprends, je me vois pas faire ça. Je pense pas être capable de faire ça. Tu sais, j'ai fait 2 albums de Béatrice. Puis bon, il me reste du matériel pour en faire un 3e certainement. Mais tu sais, je pense que je serais malheureux, tu sais, toujours faire la même chose. Oui, parce que bon, évidemment, la bande dessinée, ça peut être la série, l'aspect plus classique. C'est beaucoup la série. Mais ici au Québec. Ben écoute, il y a vraiment 2 types de lecteurs. Moi, je trouve qu'il y a vraiment 2 catégories de lecteurs. Quand on parle des lecteurs assidus, là, et des lectrices assidues, là, on parle pas des gens qui vont flâner un peu, puis une fois de temps en temps un album de bande dessinée, mais les assidus. Là. Il y a 2 écoles de pensée. Il y a l'aspect un peu plus classique de la série, du personnage qu'on retrouve d'un album à l'autre. Mais il y a aussi tout un pan de la production, Philippe, où que ce soit toi, que ce soit Alexandre Fontaine-Rousseau, là, je pourrais en nommer jusqu'à demain matin, là, où d'un album à l'autre, c'est des bulles. C'est une bulle, c'est une histoire en soi, c'est un moment, c'est une création. Moi, je trouve que ton corpus s'apparente beaucoup, peut-être ça va t'étonner, mais beaucoup au théâtre. Ben non, c'est pas étonnant. Écoute, j'adore le théâtre. Je dirais que tu sais, bon, j'ai un frère comédien, là, mais moi, je veux dire, la plus belle sortie que je peux faire quand je sors de la maison, tu sais, c'est pas aller au restaurant, c'est pas aller voir un film, c'est aller au théâtre, là. C'est ce que j'aime le plus, là, vraiment, et, tu sais, vraiment des kilomètres en avant de tout le reste, là. Je veux dire, vraiment, c'est ce que je préfère, le plus beau cadeau que tu peux me faire, c'est m'amener au théâtre, là. Ben, tu vois, dans ta façon d'aborder le médium de la bande dessinée, les mécanismes, comment raconter une histoire, comment découper, comment tu fais ta mise en scène, pour moi, il m'apparaît clair que le théâtre est quelque chose, mais aussi les arts visuels et aussi la littérature, mais que le théâtre fait partie justement de ton inspiration d'auteur. Et ça, je retrouve pas ça souvent au Québec chez les auteurs de bande dessinée, tu vois. Ça, c'est quelque chose de... Alors, moi, que tu dises que tu as l'impression de pas être dans le bon médium, écoute, je veux pas t'influencer, je veux pas faire... Non, mais je le dis, comment dire, dans le sens où... comment dire, il y a quand même toute une... Il y a toute une part du lectorat de bande dessinée qui a pas... Puis tu sais, je le dis pas comme un reproche, parce que tu sais, on plaît jamais à tout le monde, mais je pense qu'il y a une grande part du lectorat de la bande dessinée qui a moins de sensibilité pour mon travail que pour quelque chose de plus proche de ce qu'on entend quand on parle de bande dessinée, tu sais. Puis j'en suis conscient depuis longtemps, tu sais, ça fait très longtemps, depuis que je fais de la bande dessinée, en fait, que je comprends que c'est ça, tu sais, c'est ça mon karma, si on veut, là. Oui, mais Philippe, ici au Québec, là, on est 8 millions de personnes, il y a un analphabet fonctionnel sur 2. Ouais, c'est sûr. Mais il est capable de lire des bandes dessinées, lui, tu sais. Il est capable de lire un Astérix. Ouais, mais encore là, le public au Québec, c'est ça le problème. C'est que là, on a atteint dans l'histoire de la bande dessinée, on a un problème de masse critique de lectorat. C'est-à-dire qu'on a beaucoup... Pour la carte, ben c'est la même chose pour le théâtre aussi, hein, d'ailleurs. Tu sais, une pièce de théâtre, un flop, c'est 3 semaines. Un grand succès, c'est 3 semaines et demie à l'affiche. Je veux dire... malheureusement, au Québec, c'est trop petit. On n'a pas la densité
nécessaire pour soutenir toute une industrie de la bande dessinée. Mais ceci dit, c'est important justement de sortir du Québec. Oui, c'est sûr, mais encore une fois, tu sais, c'est pas si simple. Il y a une chose quand même que je dois dire, c'est que je me suis fait un point d'honneur quand je te raconte, quand j'ai publié quelques albums chez des éditeurs européens, puis je leur ai mis ça clair tous dès le départ. Moi, je suis pas prêt à parler d'autre chose que du Québec. Si je publie chez un éditeur européen ou à l'extérieur du Québec, tu comprends? Ça me dérange pas de raconter l'histoire d'un gars, d'un New-Yorkais si je publie chez un éditeur québécois. Mais si je publie à l'extérieur du Québec, il faut que je parle du Québec. Malheureusement, écoute, j'ai essayé de me forcer, ça marche pas. Tu comprends-tu? C'est plus fort que moi. Tu sais, je veux dire, c'est pas... à la limite, c'est un choix, mais c'est un choix que je m'impose à moi-même, malgré moi-même. Tu comprends-tu? C'est trop important pour moi, je pense, puis j'ai pas envie d'être faux quand je me regarde dans le miroir le matin, là, au point de sentir que là, je vais faire n'importe quoi pour publier à l'extérieur du Québec. Ben, de toute façon, plus on vise l'intime, plus on vise l'universel. Michel Tremblay, Michel-Marc Bouchard ont prouvé ça. Ouais. Mais tu comprends, moi, raconter, mettons, les guerres d'Autriche, là, ben non, moi, je peux pas faire ça, tu comprends-tu? Il faut qu'il y ait un lien avec le Québec, là. Je veux dire, c'est super important. Donc, tu sais, je regarde, il y a un paquet d'auteurs que j'envie, d'ailleurs, là, tu sais, qui publient des albums en Europe. Écoute, tu sais, les livres sont beaux, les dessins sont beaux, les histoires sont bonnes, puis ça a du succès, puis tu sais, vraiment, je me dis, mon Dieu, que c'est donc fantastique, mais moi, je pourrais pas faire ça, ça parle pas du Québec. Tu comprends? C'est que c'est quand même c'est une contrainte importante. Mais d'ailleurs, le Québec t'en parle, il y a toute une série d'albums où là, t'abordes de front l'histoire du Québec. Notamment La Mauvaise Fille. Tu y reviens d'ailleurs avec un autre personnage dans... Mon autre grand-mère. Oui, ton autre grand-mère dans... voyons. La Grande Noirceur. Oui, La Grande Noirceur, voilà. D'ailleurs, dans ton parcours, Philippe, tu as collaboré en 2008. C'est un collectif Québec, un détroit dans le fleuve, qui a été publié chez Casterman dans le cadre du 400e anniversaire de la Ville de Québec, en collaboration avec le Festival de Québec. Et t'as scénarisé une histoire pour Emmanuel Moineau. Moineau, excusez-moi. J'ai l'impression que cette rencontre-là a été assez déterminante pour toi dans ta carrière. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas du tout. Écoute, ça a été un drôle de mix, ça, au départ. C'est pas moi qui avais choisi de travailler avec lui, Emmanuel, puis écoute, j'ai été tellement chanceux là, de tomber sur lui, c'est incroyable, vraiment là. En plus, quelques années plus tard, je suis parti en résidence à Bordeaux, en France, pendant plusieurs mois, puis lui, il vient de Bordeaux, donc on s'est vu beaucoup. Puis écoute, c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai une estime incroyable. Tu sais, c'est un gars super exigeant, puis il m'a fait sentir dès le départ que les niveaux de qualité que je m'imposais étaient pas suffisamment élevés. Puis, c'est pas qu'il me l'a dit, c'est pas qu'il m'a fait de reproches, il m'a rien pointé, je l'ai senti. Puis, ça m'a aidé beaucoup, j'ai envie de dire, à faire du chemin par en avant. Puis, tu sais, quand un gars comme ça te dit, en tout cas, Philippe, j'ai vu ton dernier... Il m'avait dit ça pour l'Apocalypse, j'ai vu ton dernier livre, franchement, c'est fou comme tu t'es amélioré. Tu sais, c'est comme le plus beau compliment que tu peux recevoir dans la vie, là. Tu sais, ça vaut n'importe quel prix, ça vaut n'importe quel... tu sais, tu comprends? Ça, c'est une vraie récompense. Puis, on se parle encore, évidemment. Là, c'est encore un de mes grands amis. Puis, je veux dire, tu sais, j'ai beaucoup d'estime pour lui. C'est quelqu'un qui m'a enseigné à quel point c'est important d'être exigeant quand on fait de la bande dessinée. Puis là, écoute, j'ai l'air d'insister, là. J'insiste encore plus que ce que j'ai l'air de faire, là. C'est lui qui m'a appris ça. Mais d'ailleurs, tu le remercies beaucoup. Tu l'as remercié à de nombreuses reprises à la fin d'album. Ouais. Ah non, écoute, c'est vraiment quelqu'un envers qui je suis redevable. T'as publié en 2017 Le Couperet. Oui, en 2017 chez Mécanique Générale. C'est un album qui a passé complètement inaperçu. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que c'est un album... Et encore là, corrige-moi si je me trompe, ton œuvre précédente, c'était un roman, Abba Bear, où tu reviens à Ernest Hemingway. Ouais. J'ai trouvé ça très agréable de te lire. C'est vraiment particulier parce que quand on a lu du Philippe Gérard en bande dessinée et qu'on lit Abba Bear,
il se passe quelque chose de particulier, c'est que ta prose, non seulement t'arrives à camper le décor et Hemingway, on le voit, en fait, quand on lit ton roman, on voit les planches. Il y a vraiment quelque chose de particulier. Ah bon? C'est comme si t'aurais pas besoin de l'adapter en bande dessinée. En fait, j'ai pas l'intention de le faire. Non, mais je veux dire, c'est pas nécessaire. Ouais, peut-être. Écoute, je sais pas. Tu sais, écrire un roman, pour moi, c'était déjà quand même... C'est pas un truc que je fais sur la dilettante. Tu comprends? C'est aussi fondamental pour moi de faire ça que de dessiner. Puis, c'est pas du tout un truc que je fais avec moins de sérieux ou moins d'énergie, tu comprends? C'est réellement quelque chose d'important. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un autre roman en ce moment. Là. J'arrive d'une résidence d'écriture à Cracovie, en Pologne. Une horrible résidence d'écriture, d'ailleurs, où j'ai travaillé sur un autre roman. Puis, c'est pas du tout quelque chose de secondaire, l'écriture, pour moi, ou de moins important. Là. Ah non seulement ça, mais en fait, en te relisant, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est d'un naturel. Et là, ma crainte, ça a été qu'il t'arrive ce qui est arrivé à David Turgeon. C'est que tu délaisses la bande dessinée. Écoute, c'est très probable que ça arrive quand même. J'avoue que comment dire, tu sais, quand je regarde globalement l'état des lieux dans la bande dessinée, puis l'effort que ça me demande de faire une bande dessinée versus les résultats que ça donne, je t'avoue que oui, j'ai beaucoup envie d'arrêter, franchement. Faut que je le dise, faut que je sois honnête envers tes auditeurs et envers moi-même, là. Tu sais, ça me demande de travailler jour et nuit, tu sais, de faire de la bande dessinée les fins de semaine dans tous mes temps libres pendant mes vacances. Tu sais, c'est comme un marathon de travail. J'ai mal au bras, j'ai mal à la main, j'ai mal dans le cou, j'ai mal dans le dos. Ça vieillit mal, hein, un auteur ou une autrice de bande dessinée, ouais. Puis, bon, comme je te disais tantôt aussi, tu sais, je regarde la réception globale de mes livres dans le milieu de la bande dessinée au Québec, tu sais. Dans ce contexte-là, c'est dur de me dire que je vais continuer éternellement. Tu sais, j'ai pas le sentiment que j'ai encore des tonnes d'albums de bande dessinée en moi, là. Je ne suis pas Jojo Savard, hein, je n'ai pas de boule de cristal ni une chevelure abondante blonde. J'ai l'impression, Philippe, que tout un casse de lectorat qui va te découvrir quand je vais être à mort. Rebours. Non. Mais c'est dur de se projeter dans l'avenir parce qu'on est collé sur l'histoire, hein, on est collé sur le moment présent. Mais en relisant tes albums qui remontent déjà à 10, 12, 15 ans, du fait qu'ils vieillissent de manière impeccablement bien, j'ai l'impression, et j'ai horreur de me tromper, donc j'espère que je me tromperai pas, mais j'ai l'impression que tes albums vont résister à l'épreuve du temps. Ben écoute, je le souhaite parce qu'ils m'ont demandé tellement de travail. Ben d'ailleurs, Un jour de plus, ton plus récent album, qui a été donc lancé comme premier titre de la nouvelle collection Nouvelle Adresse, qui est piloté par Renaud Plante et Marie-Claude Pouillotte. Donc Renaud Plante, pour toi, c'est quand même... C'est un éditeur très important quand même. Tu sais, on a une relation importante aussi dans le sens où ce livre-là, il est tellement personnel, il est tellement proche de moi que j'avais besoin de le confier à un éditeur qui allait le traiter avec beaucoup de doigté, tu comprends-tu? Puis c'est la première fois qu'un éditeur m'accompagne pendant la création du livre. T'sais, en temps normal, je faisais tous mes trucs de mon côté, puis après ça, je l'envoie à l'éditeur, puis bon, on en discute, on fait des corrections s'il réussit à me convaincre que ça vaut la peine. Mm-hmm. Mais là, pour celui-là, tu sais, avant même que j'aie terminé la page 10 ou 15, je lui avais envoyé, puis je lui ai demandé, écoute, qu'est-ce que t'en penses? T'sais? Puis déjà, il m'a dit, j'étais parti pour colorer ça, tu sais, plein de couleurs. Il m'a dit, Philippe, fais attention de ne pas embourgeoiser ton livre. Ce qui est probablement le commentaire le plus juste qu'il pouvait me donner à ce moment-là. Je me suis dit, mon Dieu, il a tellement raison, c'était tellement vrai comme observation que j'ai tout mis ça en noir et blanc avec seulement des touches de couleur à certains endroits, là. Mais c'est vraiment un bon éditeur, Renaud, là. Mais c'est vraiment un excellent album, Un jour de plus. Graphiquement, ça m'a... et tu le sais, je te l'ai dit dès que je t'ai lu. Pour moi, j'ai l'impression que cet album-là ouvre la porte sur... C'est comme un autre album pivot. Il y a quelque chose...
c'est intangible, c'est dur de mettre des mots là-dessus. C'est excessivement difficile. J'ai changé ma manière de travailler pour ce livre-là quand même. Ouais. Sans doute que tu l'as senti. Ouais. C'est la première fois où, au lieu de dessiner toutes les cases sur une page, parce que j'avais mal au bras, je me suis dit, attends un peu, tu vas faire un découpage, puis après ça, tu vas suivre ton découpage, mais tu vas dessiner chaque case sur une feuille à part. Ah! Puis après ça, j'ai scanné chaque case et j'ai refait la mise en page. Donc, parce que si j'avais fait des planches qui respectent la dimension des cases, ils auraient eu, mettons, 1 mètre de large par 1 mètre 80 de long. Là, donc, j'avais des très grands dessins. Et puis, ça a été vraiment... c'est une autre approche de la bande dessinée, en fait, en ce qui me concerne. Et ça n'a pas soulagé mon bras qui souffre toujours autant. Mais oui, d'une certaine façon, on peut dire que c'est un pivot. À l'heure où on se parle, c'est difficile de dire vers quoi, par contre. Ah ben non, évidemment. Mais je te le répète, je suis pas certain d'avoir encore des tonnes d'albums de bande dessinée en moi. Ah, c'est terrible. Je ris, mais je trouve ça... je trouve ça terrible parce que... mais en même temps, il faut que ça corresponde à tes désirs, il faut que ça corresponde à tes envies. Mais tu es un auteur, un artiste qui mature beaucoup d'un album à l'autre et dont on voit la pratique vraiment se construire, mais se déconstruire pour mieux se reconstruire. Il y a quelque chose, il y a un terme qui me vient à l'esprit quand je pense à ton corpus, je pense à métamorphose. Mm-hmm. Il y a quelque chose de... c'est pas de l'hyperactivité tant que un désir de toujours aller ailleurs. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est très exactement ça. Franchement, tu peux pas mieux le définir. C'est exactement l'essence de ma démarche. Écoute, Philippe Girard, l'heure est terminée. On en aurait pris plus. Je veux te remercier vraiment et te féliciter personnellement parce que tu as contribué à développer ce médium-là au Québec dans les 20 dernières années, avec le renouveau de la bande dessinée, c'est-à-dire après une période très morne, l'arrivée de la pastèque en 98, la fondation de Mécanique Générale en 2001, et tu es de cette cohorte-là dont pour moi il m'apparaît clair que le corpus est profondément important et lié au développement de la bande dessinée québécoise. Alors pour ça, chapeau. Merci. Et j'ose espérer qu'il te reste quand même quelques albums. Écoute, il en reste au moins un autre bon. Que j'ai terminé la semaine dernière, qui va sortir aux éditions Casterman dans la prochaine année. Au scénario seulement ou... Non, scénario, dessin, couleur. Oh. Et puis, écoute, j'espère je pense que ça va être un très bon livre. Ça met en scène un éminent Montréalais que j'aime énormément aussi. OK. Mais tu nous en diras pas plus, hein? Pas pour le moment. Alors, tu te rends compte que dans le dernier 5 minutes, alors que tu nous dis que probablement qu'il te reste plus beaucoup de bandes dessinées, tu largues une bombe, là. Il en reste au moins un. Écoute, Philippe, je te souhaite bon vent. Au plaisir aussi de te lire sous la prose. Et puis... écoute, bon vent, mon cher ami. Merci. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute. C'était donc Vous avez dit BD et on vous espère très prochainement dans un autre épisode. Merci encore, Philippe Girard. Merci.